C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Méditation. On se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Dani Pla, qui est ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, qui est coach de Jiu-Jitsu brésilien à la MK Team, qui écume les compétitions, notamment IBJJF à travers le monde. Et on va pouvoir bénéficier de son parcours, de sa vision et de son expérience. Sur tout ça, salut Dani, comment ça va? Salut Paul, ça va très bien et toi? Cool, impeccable, impeccable, merci. Vraiment content de pouvoir discuter avec toi. J'ai préparé pas mal de petites questions sur bien sûr la préparation mentale, tout l'aspect mental, mais aussi la préparation du compétition, le coaching, enfin tout ce sur quoi tu vas pouvoir nous éclairer avec tes lumières et ton parcours à toi. Est-ce que pour commencer, Bah, super, avec plaisir. ouais, tu peux te présenter, nous revenir un petit peu sur ton parcours à toi dans le jiu-jitsu brésilien? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Dani Pla, j'ai 33 ans, je suis ceinture noire sous Olivier Michalesco. Je fais du jiu-jitsu depuis bientôt 13 ans. Ouais, ça fera 13 ans dans quelques mois. J'ai débuté dans un petit club du sud de la France. J'ai passé beaucoup de temps à la Tropa d'élite à Mandelieu, de la Tropa d'élite de Hugo Février. Puis j'ai voyagé, j'ai passé pas mal de temps à l'étranger, aux États-Unis. J'ai passé quelques mois chez André Galvao à San Diego. Puis je suis parti au Japon près d'un an et demi où je me suis entraîné quasiment à plein temps là-bas, même à plein temps par période. Donc à Tokyo là-bas chez Carpe Diem, une des plus grosses équipes asiatiques. Et puis, à mon retour en France, j'ai intégré la MK Team à Paris, au sein de laquelle je suis professeur et athlète maintenant, auprès de Olivier Michalesco, entre autres. Ah, excellent, excellent. Et en termes de compétition, tu as commencé la compétition, très tôt dans ton parcours en JJB? Ouais, quasiment de suite. Pour moi, c'était indissociable. Enfin, Mmh. dans ma démarche, dans la démarche qui m'a amené vers les arts martiaux, pour moi, c'était de suite l'objectif de performer, de faire de la compétition. Donc j'ai fait ma première compétition, je me rappelle, c'était un tout petit interclub qui réunissait plusieurs antennes de l'équipe où je m'entraînais à l'époque, qui s'appelait le HB Academy. C'était au bout de 6 mois de pratique, une compète de OK. grappling. Ouais, tu t'en souviens de cette première compétition? Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Comment tu t'es senti? Ouais, je m'en souviens très bien. Alors c'était à la fois, comment dire, c'était un cadeau empoisonné que m'a fait la vie, cette compétition. Parce que donc j'avais 6 mois de pratique et moi j'ai été de suite mordu hein, par le JJB. En fait, le club dans lequel je me suis inscrit, c'était un club de MMA, mais plutôt à dominante jiu-jitsu brésilien, quoi. La spécialité c'était Mmh. le JJB, mais c'était un club de MMA. Donc moi j'avais pour ambition quand j'ai commencé d'être le nouveau Georges Saint-Pierre. Donc, je voulais faire du MMA à la Mmh. base. Mais Mmh. quand j'ai commencé à pratiquer, je me suis de suite pris de passion pour le sol. J'ai adoré les sensations du sol et tout. Et un peu moins celle de la boxe où il faut se prendre des pains dans la gueule. J'étais un peu moins fan. Et donc, je me suis rapidement spécialisé dans le sol. Et donc, j'ai fait cette compétition où j'avais fait 3 combats, je me rappelle, que j'avais gagné. Donc 3 combats, j'ai gagné les 2 premiers par soumission. Je me rappelle que je crois que je gagne le premier sur une guillotine assez rapidement, c'était un mec assez bourrin qui m'était rentré dans le lard. J'avais attrapé sa tête, presque dans un instinct de survie et je l'avais étranglé comme ça. J'avais fait un deuxième combat contre un gars, très longiligne, je me rappelle, qui était judoka et j'avais réussi à lui prendre le dos et à l'étrangler. Et en finale, j'avais pris un gars qui s'entraînait avec moi, qui était assez jeune, assez agile. On avait fait un combat serré, mais j'avais gagné au point. Et donc j'ai gagné cette compétition. Et là où je voulais en venir quand je disais que c'était un cadeau empoisonné, c'est que bah, je fais une première compétition, la première compétition d'arts martiaux de ma vie, je gagne. Enfin, c'était pas la première parce que j'avais fait du karaté quand j'étais petit, mais bon, c'était anecdotique. Je gagne et donc bah, ça te donne l'illusion voilà que ta voie est tracée vers le succès, tu vois ce que je veux Mmh. dire. Et peu de temps après, j'avais fait le VIC à Toulon, je crois que c'était en 2011. Et le VIC, je sais pas si tu connais,
à l'époque, c'était la compétition de grappling en France. C'était vraiment le gros événement de grappling. Alors, il y avait une qualif sud à Toulon et une qualif nord, je ne sais plus où c'était, en région parisienne, et les finales sur Paris en fin de saison. Et donc, comme je te disais, la plus grosse compétition de grappling de l'époque. Et donc, je m'étais inscrit dans la catégorie débutant. C'était pour ceux qui avaient moins de 2 ans de pratique. Et j'étais allé là-bas en me disant, bah voilà, j'ai gagné mon premier interclub et tout. C'est Mmh. c'est cool, quoi, Je ça suis va le trop faire. chaud. Et bon, là, je me suis fait déchirer assez rapidement parce que c'était un autre niveau. Voilà, c'était le palier supérieur. Et voilà, j'ai commencé à me rendre compte que voilà, la route allait être longue. Mmh. OK. Donc toi, tu es originaire du sud de la France? Hem, Ouais, c'est ça, hein? Ouais? Ensuite, ouais, tu es tout à fait, monté ouais. à Paris pour, le GJB? Ouais. Ouais, ouais, ça s'est fait en plusieurs étapes, comme je te disais. Donc quand je suis parti en 2019, 2018 ou 2019 à l'étranger, c'est venu d'un sentiment un petit peu de trop plein, entre autres, du fait que bon, moi j'avais cette passion depuis donc au moins 8 ans déjà, et toujours cette ambition qui n'avait pas changé depuis le début, même s'il y a pu avoir des fluctuations. Je voulais performer au plus haut niveau, je voulais être champion, champion du monde, combattre sur les plus gros tournois, être, voilà, aller le plus loin possible. Et Mmh. j'avais, vraiment autour de moi, pas le alors au-delà des infrastructures et du niveau des partenaires, j'avais aussi pas forcément la mentalité. J'étais pas dans le bon environnement pour moi pour performer. Là où j'étais, même s'il pouvait y avoir peut-être quelques individualités à droite à gauche qui étaient un peu plus ouverts d'esprit et qui pouvaient, voir où je voulais en venir et qui pouvaient être des soutiens, c'était pas suffisant. Je me disais: «Non, mais là, j'ai voilà, je vais pas y arriver comme ça». Et c'est ça qui a motivé mon départ à l'étranger. Je me suis dit: «Bon, ben voilà, il faut que je me mette dans un environnement où, bah, voilà, mes objectifs, ils paraissent pas comme complètement, saugrenus, voilà, que ce soit quelque chose de Mmh. respecté, de considéré comme réalisable». Et donc c'est ce qui a motivé mon départ à l'étranger. Donc j'ai fait mon expérience aux États-Unis. Bon, je pouvais pas rester pour des raisons, légales, hein, de visa et cetera. J'ai passé du temps au Japon, donc là-bas, j'avais pu avoir un visa que j'ai pu prolonger et tout grâce à des contacts que j'avais là-bas. Mais bon, au bout d'1 an et demi passé loin de sa culture, de sa famille, et puis dans un pays dont on ne maîtrise pas les codes, la langue Mmh. et tout ça, bon, j'ai commencé à me sentir un peu seul. J'ai commencé à, voilà, être en manque de pas mal de choses au niveau de mon équilibre, personnel. Voilà, j'avais le niveau, il y avait le niveau autour de moi, il y avait la mentalité, même si je me sentais à part parce que je faisais pas partie du staff de Carpe Diem où je m'entraînais. J'étais un adhérent comme les autres. Bah, je me suis dit: «Bon, bah, je vais rentrer en France, voilà, j'ai pris, ce que j'avais à prendre ici, mais voilà, pour continuer à avancer vers mes objectifs, c'est plus ici. Donc il faut que je rentre en France», mais je voulais pas revenir d'où je venais parce que j'avais déjà essayé ça et ça fonctionnait pas. Donc je me suis dit: «Bon, je veux, de nouveau être dans mon environnement, heu, naturel, quoi, être dans mon pays, dans une culture Mmh. que je connais, mais il faut que ce soit Paris parce que là où il y a le plus de perspectives de carrière, c'est Paris, quoi. Là où c'est le plus Mmh. OK. professionnalisé en France, en tout cas, au moment où je suis parti du Japon, c'était Paris. Ouais, hyper Et intéressant. c'est Ça me toujours le fait cas, je penser pense. aussi un peu au milieu de la musique, où il y a beaucoup de gens de province qui, quand ils veulent «percer» entre guillemets ou faire carrière dans la musique, vont monter sur Paris parce que c'est là où il y a le plus de studios, le plus de musiciens, le plus d'opportunités peut-être, donc toi, pour vraiment pour te créer un écosystème qui matchait avec tes ambitions et avec tes objectifs, tu as pris la décision de monter sur Paris et tu es allé directement dans la MK Team? Ouais, ouais, j'avais été, conseillé par, Reda Meptouche que je côtoyais à Carpe Diem. Lui, il était membre du staff là-bas. Donc Mmh. il m'avait dit, enfin on se connaissait et il voyait un peu mon profil, et cetera, genre de rat des tatamis, quoi. Le mec qui traîne toujours, à la salle, qui est toujours en train de s'entraîner, qui est une sorte de geek, quoi. Et il Mmh. m'avait dit: «Ouais, il faut que tu ailles à Paris, quoi». Enfin, j'avais déjà ces ambitions-là. Il m'a dit: «Ouais, mais ouais, si tu veux pour faire ce que tu veux faire, faut que si tu rentres, faut que tu ailles à Paris». Et donc on avait parlé un peu des clubs et il m'avait dit: «Ouais, mais si tu vas à la MK Team, Olivier, il aime bien les gars comme toi et il te prendra sous ton aile et 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 ça va le faire, quoi».
Et c'est marrant, parce que Ok. c'était assez, comment dire, pas providentiel, mais presque prémonitoire, quoi, cette phrase qu'il m'avait dite, puisque c'est exactement ce qui s'est passé quand je suis arrivé à la MK Team. Bon, j'avais été aussi un peu introduit par Sam Monin, que je connais depuis longtemps, qui donnait des cours là-bas aussi quand je suis arrivé, et qui m'avait présenté à Mako. Et puis c'est ce qui s'est passé, qu'on a de suite sympathisé avec Mako. Il a apprécié mon profil, il a vu que j'étais un gars qui était ultra passionné. Et puis voilà, le contact s'est fait, et de fil en aiguille, il m'a permis de d'avancer toujours plus vers mes objectifs, en me faisant une place au sein des profs de la MK, en mettant beaucoup de choses en place pour m'aider à performer, voilà, à réaliser mes objectifs. Ok. Ouais, juste avant de poursuivre, du coup, peut-être sur la relation que tu as eue avec Mako et l'importance aussi de la relation athlète-coach dans la progression, dans la performance, parce que c'est intéressant. Euh, Tu penses qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas, un jeune combattant de jiu-jitsu brésilien qui aimerait vraiment performer au plus haut niveau, qui aurait des grands objectifs et des grandes ambitions, aurait tout intérêt à monter sur Paris pour s'accomplir? Euh, Ça dépend. Moi, je suis resté sur l'image des clubs du Sud et de province d'il y a quand même quelques années, puisque, Ouais. donc, comme je te dis, je suis parti du sud de la France vers 2010, fin 2018, je crois. Et on est en 2024, donc il s'est passé 6 ans. Et depuis, j'ai été à l'étranger ou à Paris. Donc j'imagine qu'en 6 ans, il y a quand même eu pas mal de choses qui se sont développées, de ce que je peux voir sur les réseaux, de ce que j'entends, des athlètes que je vois aussi sur la scène nationale. Il y en a qui sont pas issus Mhm. de clubs parisiens. Donc je pense que ça se développe. Je pense qu'il y a toujours un petit retard en province par rapport à Paris, parce que Paris, c'est très cosmopolite. On est en lien plus direct avec l'étranger aussi, c'est plus facile de voyager. Enfin, il y a des avantages qui demeurent et qui font que les choses avancent plus vite ici. Mais je pense que ça se développe quand même pas mal dans le sud aussi. Je pense que la légalisation du MMA permet d'œuvrer pas mal dans ce sens aussi, parce que qui dit MMA dit argent. Parce que en JJB, on le sait, il n'y a pas d'argent, ou très peu. En tout cas, pas dans le milieu de la compétition, à part vraiment l'élite mondiale. Et puis, il faut réussir à s'y hisser et à s'y maintenir pour pouvoir faire un peu d'argent avec Mhm. ça. Mais en MMA, il y a de l'argent dans les shows, même à plus petit niveau. T'es payé pour combattre, quoi. En JJB, t'es pas payé pour combattre, t'es payé par les, comment dire, tu peux, grâce à la renommée que tu vas te faire en combattant, Mhm. te créer une visibilité qui va te permettre de gagner de l'argent en donnant des cours, etc. Mais être Ouais. payé pour combattre, comme je te disais, à part sur certains tournois sur invitation qui sont assez anecdotiques. Enfin, grosso modo, si t'es Gordon Ryan, tu peux peut-être réussir à en vivre, mais pour les, Mhm. pour les autres, pour les athlètes Ouais. un tout petit peu en dessous, c'est déjà plus difficile, quoi. Ok. Ouais. Ok, je vois. Euh, Parlons maintenant, ouais, de la relation entraîneur-entraîné, qui me semble être hyper importante dans la carrière d'un athlète de haut niveau. Donc toi, tu as trouvé Olivier, qui a été ton sensei, ton formateur. Tu dis que ça a tout de suite matché, il t'a pris sur son aile. À ton avis, cette bonne connexion, elle s'est faite à travers quoi? Qu'est-ce qui a permis cette bonne connexion et qui a donc optimisé ta progression, toi, dans le JJB? Euh, Bon, il y a forcément, comme tu dis, une relation entraîneur-entraîné. Je pense que elle est vraiment différente, très différente d'un binôme de coach-athlète à l'autre. Hmm. Moi, j'ai un profil assez indépendant. Je suis quelqu'un de très indépendant. C'est dû à mon histoire, au parcours que j'ai eu dans ce sport. Je fais beaucoup de choses tout seul, en fait. Et Olivier, c'est quelqu'un qui laisse beaucoup de liberté aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est une des. Alors, ça, comment dire? On peut voir toujours une même chose sous deux angles. On peut voir ça de façon négative ou de façon positive. Mais le fait de donner beaucoup de liberté aux gens,
ça permet, grosso modo, que chacun puisse, se développer à sa manière. Il y a des gens qui vont pas adhérer à ça parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être cadrés. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils Mmh. ressentent ce besoin-là, ils aiment être guidés, ils ont besoin, je le vois moi parmi mes élèves, il y a des gens, c'est vraiment, il faut que tu leur assènes des vérités, il faut que tu leur assènes des règles de vie. Ils fonctionnent comme ça. Moi, je ne fonctionne Mmh. pas comme ça, ni en tant qu'apprenant, ni en tant que professeur. Donc, je pense que c'est une des raisons principales qui fait que ça match entre Olivier et moi, c'est que, comme je te dis, moi, je suis quelqu'un d'assez indépendant et Olivier, c'est quelqu'un qui laisse beaucoup de liberté aux gens. Donc, il m'a fait une place et j'ai pu m'exprimer cet espace de liberté qu'il a créé pour moi. OK, donc C'est ouais, comme si ça je que je comprends bien, définirais la c'est que vous relation. partagiez vraiment cette valeur liberté, autonomie, tous les 2, ce qui fait que ça a bien matché. Vous avez trouvé un fonctionnement, qui vous convenait à tous les 2, quoi. Sans doute, ouais. OK. Super, on le salue. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois, un stage qu'il a donné à Bordeaux, là, à l'école, Adam, je les salue et je trouvais qu'en termes de valeurs aussi, tu vois, au-delà du jiu-jitsu, le stage en lui-même était génial, on a appris plein de choses. En termes de valeurs, ce qu'il dégageait, c'était, assez, génial, Olivier. Donc je pense que ça c'est hyper important, c'est-à-dire avec le coach, avec ton entraîneur, tu dois partager des valeurs plus que, l'aspect purement sportif, quoi. Ah ouais, complètement, moi, c'est un coup de cœur humain avant tout, Olivier. Mmh. C'est un modèle, en fait, pour moi. J'ai une vision différente des choses, forcément, chacun a sa personnalité et tout, et cetera. Il y a des choses que, de par mon histoire, de par mes goûts aussi, je fais différemment de lui. Mais sur beaucoup de choses, je suis très admiratif de ce qu'il a pu faire. Déjà, il y a ce côté, travailleur acharné. C'est un travailleur, acharné. C'est quelqu'un qui a on se rejoint, je pense, sur certaines valeurs comme, la valeur passion. Moi, la passion, c'est ce qui est primordial dans ma vie. Ça passe avant tout le reste. Ça passe avant l'argent, ça passe Mmh. avant, plein de choses. Là, j'ai toujours privilégié la passion dans ma vie. Je pense que c'est ça, que qu'Olivier a faudrait lui demander, hein, mais je pense que c'est ça qu'Olivier a vu chez moi. Je pense que c'est ça qu'il y a chez lui et qu'il a vu chez moi. C'est ce côté, ce qui est le plus important, c'est, d'être passionné par ce qu'on fait. Et après le reste, bien sûr, il y a des contingences dont on ne peut pas se débarrasser d'un revers de main, mais l'argent, tout ça, c'est secondaire. Voilà, il faut de l'argent Mmh. pour vivre. Mmh. Si on peut en faire, le plus possible, tant mieux, mais pas au détriment de la passion. Ouais. La passion en premier. Et je pense que voilà, c'est une valeur qu'on partage avec Olivier. Après, il y a le côté humain. Je pense que dans le côté humain partage, il est bien devant moi. Je pense être quelqu'un de plus individualiste. C'est un individualisme assumé qui a ses avantages et ses inconvénients. Hem, mais ouais, en tout cas pour la valeur passion, on a ça en commun et puis je suis admiratif de son côté humain et très dans le partage, même si, je suis différent à titre personnel. Ouais, ouais. En général, les passionnés se retrouvent et ça match. Hem, Au-delà de la valeur passion, liberté, tu dirais, toi, quelles sont les valeurs qui guident ton approche du sport et de la vie en général? Hem, la rigueur, la régularité, hem, l'endurance, je parle, enfin le fait de tenir quelque chose sur la durée, pas forcément l'endurance Mmh. physique, hein, mais voilà, Ouais. le fait de se La fixer un objectif et constance, de tenir sur la durée. Ouais, la constance, la longévité finalement quelque part et j'aime l'aspect, un petit peu créatif, un peu subversif des choses aussi. J'aime quand, voilà, on transgresse un peu les règles, enfin qu'on apporte quelque chose de nouveau. Alors c'est pas transgresser pour transgresser, mais voilà, j'aime, hem, c'est-à-dire faire les choses de la façon dont on le ressent, quoi. Ça c'est important, ça va un mmh, petit peu avec le côté liberté. ouais, Rigueur, passion, honneur. Ça, c'est quelque chose que je dois à mon préparateur mental. C'est une valeur qui m'a insufflé.
Mmh. qui m'a transmis. Enfin, on a eu beaucoup de discussions là-dessus et c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé dernièrement. Je pense pas que j'avais beaucoup d'honneur avant et je pense en avoir beaucoup plus maintenant. Je pense avoir substitué pas mal d'ego contre de l'honneur. Et je pense que Mmh. ça ferait la fierté de mon préparateur mental enfin, on a déjà eu des discussions à ce sujet. Je pense que si, s'il est d'accord avec moi sur ce constat, c'est une fierté pour lui. OK. C'est marrant là, c'est pas mal de celles que tu as citées, rigueur, honneur, constance. Quand tu as dit ça, moi je vois le Japon. Heu, ça me fait Ouais, vraiment penser à la mais je me suis mentalité beau japonaise. Comment justement toi ton c'est ce qui m'a expérience au attiré là-bas, hein. Japon ouais, tu peux nous en parler voilà de comment ton expérience au Japon a façonné, la personne que tu es et l'approche que tu as, des choses aujourd'hui? Hem, donc en fait, quand j'ai décidé de partir à l'étranger, j'avais, plusieurs options qui s'offraient à moi. Les plus logiques, c'était le Brésil et les États-Unis. Mmh. Les États-Unis, comme je t'ai dit, donc je l'ai fait, mais je pouvais le faire que sur une durée limitée, parce que c'était difficile pour des raisons légales de rester plus longtemps là-bas. Surtout qu'avec avec on a une autorisation de 3 mois, grosso modo, sur le territoire, américain, si on n'a pas de visa de travail et pas la possibilité de travailler. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc il y avait la possibilité d'aller au Brésil via un permis vacances-travail ou au Japon. Il y a 2 choses qui m'ont décidé pour le Japon. C'était déjà l'aspect sécurité, parce que partir, moi il faut savoir que quand je suis parti à l'étranger, je suis parti, en mode, spartiate, hein, j'ai tout vendu, donc j'avais quelques sous de côté, mais confort minimum. D'ailleurs, pendant 1 an et demi, Tu avais quel âge? j'ai dormi dans des dortoirs, pardon? Tu avais quel âge? 28 ans quand je suis parti. OK. Donc ouais, je te disais, je dormis dans des dortoirs, souvent au milieu de camés ou de gens un petit peu en marge de la société, on va dire. Donc voilà, ça fait partie des sacrifices et des choses qu'il faut psychologiquement encaisser quand on fait, ce genre de choix, même si je regrette pas du tout et que j'ai adoré, vivre ça parce que j'étais guidé par la passion. Enfin, c'est clairement pas pour tout le monde. Et donc voilà, donc il y avait l'aspect sécurité, je me dis: «Vivre ce mode de vie-là au Brésil», on sait que c'est quand même un pays où il y a quand même pas mal de délinquance pour ne pas dire de crimes, de choses comme ça. Mmh. Bon C'est voilà, chaud. pas d'assurance, rien du tout. Voilà, c'est chaud. Le le Japon, c'est quand même un peu plus safe, quoi, même carrément plus safe. Mmh. Donc c'était une des raisons, en toute honnêteté. Et OK. la seconde raison, c'est que j'étais très attiré par, le Japon pour l'exotisme, et l'esthétique japonaise. Le côté, effectivement, toute cette imagerie qu'on a, des samouraïs, le côté très rigoureux, le côté très propre, minimaliste et cetera. Donc c'est des voilà, c'était Mmh. des choses qui me parlaient et donc Mmh. ça m'a, effectivement, c'est quelque chose qui m'a attiré là-bas, que j'ai apprécié. Ça m'a peut-être permis d'aller un petit peu au bout du truc pour réveiller en moi aussi, justement ce côté plus artiste, plus libre, plus méditerranéen peut-être quelque part. Parce que, au Japon, c'est vraiment cet aspect rigueur et tout, il est vraiment poussé à son paroxysme et pour un méditerranéen, comme moi, c'est un peu trop. Aussi amoureux du calme, Mmh. de la rigueur et tout ça que je puisse l'être, là, c'est vraiment trop, quoi. Au Japon, c'est pas il y a pour moi, c'est carrément des œillères que sur certaines choses, c'est carrément être un petit peu trop, ouais, Mmh. avoir des œillères, en OK. fait, sur certaines choses et être un peu trop, dans la soumission, en fait, tout simplement. Mmh. C'est Mmh. peut-être un peu, dur ce que je dis, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois de mon point de vue. Et donc ça m'a permis de vivre ce truc-là et je continue à apprécier beaucoup de côtés de la société japonaise, le côté très propre, le côté respectueux, tout ça. Et ça m'a permis aussi de voir le revers de la médaille qui est, ouais, attention, parce que poussé à son paroxysme, ce truc-là, ça devient un petit peu relou aussi Mmh. sous certains aspects. On passe à côté de la créativité, on passe à côté de d'autres vertus qui sont intéressantes aussi. Donc ça permet, Ouais. par contraste, voilà, d'ouvrir d'autres voies. Mmh. Yes et
Est-ce que tu peux nous dire comment cette rigueur, cette mentalité à la japonaise, elle se retranscrit dans la façon peut-être qu'ils ont de s'entraîner et d'approcher le jiu-jitsu brésilien? Parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Je passe notamment le bonjour à Victor, qui je pense écoutera cet épisode, que tu dois connaître, qui allait Ouais, que je s'entraîner connais aussi, là-bas ouais. et qui est un fervent défenseur de non, il faut aller s'entraîner au Japon, les gars, c'est ouf. Est-ce que toi, tu peux nous partager peut-être C'est des génial. anecdotes, des expériences sur comment ça se passe là-bas, justement, en termes d'entraînement après ce que tu as vécu? Ouais, alors, enfin, il faut si on en a envie, mais en tout cas, c'est une expérience qui est cool. Alors après, donc il allait s'entraîner chez Carpe Diem, comme moi. Les cours, qui sont destinés aux adhérents normaux, heu, la différence avec la France, c'est que je dirais qu'ils sont plus fins techniquement. J'ai déjà dû le dire, je crois, ailleurs dans un autre podcast. Plus fins techniquement, mais moins guerriers. C'est-à-dire, ça va avec leur côté discipliné et tout. Il y a un grand respect qui est donné aux professeurs. Et donc les élèves boivent un peu les paroles du professeur. Et donc, ils sont capables de reproduire techniquement des choses assez avancées, même, je veux dire, un pratiquant qui a 50 ans, qui a un col blanc, quoi, qui travaille toute la journée, voilà, il va venir le soir, il va faire des bérimbolos, des choses comme ça. Je pense que ce côté-là est plus prononcé qu'en France. Par contre, c'est moins guerrier, moins dur, tu vois ce que je veux dire, Mmh. dans les Mmh. combats. J'ai vraiment, voilà, au niveau, ouais, peut-être, Moins ouais, engagé mental, physiquement. moins engagé physiquement, ouais, moins physique, Mmh. moins rugueux. Mmh. Et donc voilà, ça va avec le côté, très discipliné et tout ça. Ils sont très, très savants quelque part, quoi. Ils connaissent bien les techniques, ils s'intéressent et c'est appréciable. Ça, c'est vrai que c'est appréciable. C'est vrai que des fois, moi, bon, maintenant j'ai l'habitude, quoi, mais en tant que pro, je me dis: «Mais» des élèves qui me posent des questions, sur certains trucs et je me dis: «Putain, mais ça fait quoi, 2-3 ans que tu pratiques et tu sais pas ça?» Enfin, je veux dire, tu t'es pas intéressé à ton sport, tu pas allé voir du côté de un minimum de l'histoire, de ce qui se fait en compétition et tout. Non, toi, tu vas dans la salle et en fait, tu prends ce qu'il y a là. En soi, pourquoi pas, tu vois, mais c'est quelque chose qui est assez éloigné de ma façon de faire. Moi, quand je me suis intéressé à un sujet, j'ai toujours écumé un peu toute la documentation que je pouvais avoir à disposition sur le sujet avant d'aller quelque part. C'est ma façon de faire, c'est pas forcément la meilleure façon, mais en tout cas, moi je fonctionne comme ça. Donc c'est vrai que des fois, je suis un peu surpris quand je vois des gens qui pratiquent quelque chose et qui font pas forcément l'effort de se documenter, de se cultiver sur ce truc-là à côté. Parce que je pense que c'est une force. Et les Japonais sont assez comme ça, et ça c'est assez cool. Après, pour le côté entraînement, quand je m'entraînais avec l'équipe pro, avec les staffs, là, c'était vraiment intéressant. C'est du haut niveau. Ils sont fins techniquement et ils sont guerriers. Donc voilà, là, c'était vraiment de l'entraînement comme je l'aime et c'était vraiment cool. Après, comme je te dis, quand je m'entraînais sur les cours, les créneaux adhérents, bon, j'étais un peu facile, pour te dire la vérité, à peut-être 2-3 exceptions près, de mecs qui étaient un peu au-dessus. Mais parce que généralement, c'était des mecs, je pense par exemple à un mec qui était combattant de MMA, donc qui était très dur, mais voilà, c'était du haut niveau de toute façon. Voilà, sur les adhérents normaux, moins de difficultés, tu vois, que, je pense, dans des entraînements que je peux avoir avec la MK où il y a des gars qui sont ceinture bleue et tout, qui sont durs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, Mmh. il y a une opposition qui est un peu dure. Peut-être que et encore, je pense qu'à la MK, on a un bon niveau technique. Mais voilà, peut-être des gars qui sont un peu moins fins techniquement, mais voilà, un petit peu plus d'opposition. OK. Donc voilà. Et à Carpe Diem, donc, il y a un groupe pro, c'est ça? Avec des athlètes Ouais, bah, professionnels, mais pas que de JJB? Donc des gars du MMA si, aussi si, ou enfin, principalement, ouais? le gars que je t'ai cité, c'est un gars justement qui venait pas aux entraînements pro, il OK. venait aux Ah entraînements adhérents, d'accord. mais il était Mmh. combattant de MMA à côté, donc OK. voilà, c'était un athlète, voilà. Mmh. Non, Mmh. dans les entraînements pro de Carpe Diem, en fait, c'est les membres du staff, donc c'est tous les profs qui sont donc athlètes, compétiteurs, qui se réunissent entre eux et qui font leurs entraînements entre eux. C'est comme ça que ça se passe. Tu as les cours qui sont destinés, au public, où généralement c'est des cours au format assez court. C'est une des particularités du Japon. C'est des créneaux d'1 heure généralement, où tu as une demi-heure de technique, échauffement, une demi-heure de combat. Tu peux en enchaîner 2-3 si tu veux, mais voilà, c'est des petits Mmh. modules comme ça. Les entraînements pro, c'est donc t'es avec que des mecs forts, vraiment très chauds.
Et c'est 1 heure à 1 h 30 d'entraînement. Donc ça va se décliner sur des formats type 7 fois 8 minutes de combat. Enfin, ça dépend aussi du nombre de personnes qu'il y a. Chacun tourne avec tout le monde. Voilà. Donc c'est que du combat sur des formats un peu plus longs. Et puis ça se met sur la gueule, quoi. Ok. Et donc là, c'est des gens qui se dédient uniquement au JJB. Ouais, ils Ok. vivent de ça, ils font que ça. Yes. Tu recommandes, toi, du coup, l'expérience d'aller s'entraîner au Japon? Ouais, je recommande. Ça dépend des objectifs en fait. Si tu veux kiffer, découvrir une culture sympa, une esthétique sympa et tout ça, ça peut être très sympa. Après, comment dire? Moi, grâce à Thomas Mitz là-bas qui m'a un peu introduit, qui m'a permis de m'entraîner avec les pros, j'ai trouvé ce que je voulais dans le sens où moi je voulais le plus haut niveau. Enfin, je voulais m'entraîner avec des professionnels, je voulais Hmm. vraiment level up mon niveau et j'ai pu trouver ça. Euh, pour le coup, je pense pas que ce soit la meilleure destination si c'est l'objectif. Alors c'est toujours possible, vu que le haut niveau est là, si tu arrives à t'introduire, mais c'est pas si tu connais personne là-bas, c'est assez difficile de s'introduire dans la société japonaise. Je pense pas que ce soit l'endroit où c'est le plus facile d'y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est ouais, si ton objectif c'est de faire du tourisme sportif, c'est génial, tu vas te régaler, tu vois. Après, le haut niveau, il y a du haut niveau, mais comme je te dis, c'est difficile de s'introduire. Donc, je pense que si tu as la possibilité d'aller aux États-Unis, bah, forcément, les États-Unis, tu vas trouver du haut niveau. Tu vas chez Atos, tu vas pouvoir t'entraîner directement avec le haut niveau et tout. Hein. Tu vas t'entraîner avec Galvao, compagnie, tous les mecs qu'il y a là-bas. C'est accès libre, tu vois ce que je veux dire. Mhm, Enfin, il y a mhm. une restriction si tu veux participer au groupe compétiteur. Tu as juste à demander à Galvao, mais généralement, il n'y a pas de problème, tu vois, si tu as un minimum de niveau et tu vas pouvoir intégrer l'entraînement compétiteur. Donc, je pense que c'est plus indiqué si c'est si t'es en recherche de haut niveau, par exemple. Après, le problème, c'est bah, moi, par exemple, je suis pas trop fan de la société américaine et puis il y a des problèmes de faut pouvoir y rester, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, le Japon pour du tourisme, ouais, c'est cool. Tourisme sportif, c'est cool. Ok. Pour le haut niveau, Et compliqué. ouais, le Brésil, t'as fait aussi depuis? T'es allé t'entraîner au Brésil? Non, Non, j'ai jamais. jamais fait le Brésil. Peut-être l'année prochaine, enfin de façon très brève, Mhm, mhm. enfin, en fait, j'aimerais bien faire une grosse saison en adulte encore la semaine prochaine, l'année prochaine, et Mhm. peut-être faire les Brasileiros si j'arrive à réunir les fonds. Donc, si je fais les Brasileiros, sans doute que j'aurai l'occasion de m'entraîner brièvement Ouais, là-bas. Mais yes, autrement, ça non, j'ai serait pas bien. eu d'expérience longue au Brésil. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu, du coup, un peu plus de l'expérience à Athos? Qu'est-ce que tu as trouvé en termes aussi d'entraînement, d'intensité? Comment ils se préparent là-bas, quoi? Bah, Athos, j'ai vraiment adoré. C'est un environnement super cool. Par comparaison, par exemple, à Aoji. Euh, J'étais passé une fois, hein, j'y suis allé une fois, mais bon. euh, j'ai eu d'autres retours d'autres personnes qui sont allées là-bas. Généralement, les versions coïncident. C'est très froid. C'est pas un environnement très accueillant, quoi. Guilherme Mendes, c'est un glaçon. Tu passes à Hmm. côté de lui, t'as Ouais. des stalactites qui te poussent sur les sourcils. Non, chez Galvao, c'est vachement cool, c'est très chaleureux, il est vraiment sympa, quoi. Donc voilà, Ok. je, comment dire, je le connais pas plus que ça personnellement, mais Mhm. en tout cas, c'est agréable quand tu Hmm. vas t'entraîner dans sa salle, que le mec, si t'es régulier et tout ça, bah, il te remarque, il sait quitter, il t'appelle par ton prénom, quand il passe à côté de toi, il te donne des indications, il te coach, il fait son taf en fait. Donc Ok. en plus, il est sympa, il est avenant et tout, donc franchement, j'ai que du bien à dire de Galvao, Hmm. de ce que j'ai pu le côtoyer pendant 3 mois. Les mecs étaient super cool. Il y avait les Rotolo à l'époque qui étaient tout jeunes, hein. Ils avaient 16-17 ans et ils m'invitaient tout le temps à rouler. J'ai beaucoup roulé avec eux, c'était super cool. Ouais, il y avait quelques têtes voilà, avec qui le courant est passé et qui m'invitaient souvent. Je pense à Andris Bronowski qu'on voit moins maintenant
sur la scène internationale, mais qui était un mec très très fort, qui a pas remporté de gros titres, mais qui était vraiment un tueur à l'entraînement avec un jeu de l'appel très créatif, très sympa. C'est ça qui était assez cool aussi chez Athos, qu'on peut retrouver dans une moindre mesure à la MK Team. C'est sûr qu'on n'a pas autant de champions au plus haut niveau qu'eux, mais c'est ce côté très cosmopolite. En fait, t'as de tout, quoi. T'as tous les styles, t'as des mecs qui font du l'appel, t'as des mecs qui font de la demi-garde. Là où chez AOJ par exemple, moi, j'en ai pas spécifiquement après AOJ, ils ont un jeu magnifique, j'adore Rafael Mendes, mais il y a un côté plus uniforme, tu vois ce que je veux dire? C'est tout le monde est un peu pareil, ils sont tous habillés en blanc, ils ont tous un peu le même jeu. Chez Athos, voilà, c'est vachement plus ouvert, Ok, différent. ouais. Ça, c'est très cool parce que voilà, il y a des petits groupes qui se forment au sein de l'académie. Et, il y a une bonne ambiance dans l'ensemble, il y en a pour tout le monde. L'intensité est élevée forcément, mais l'atmosphère est vraiment vraiment sympa, quoi. Ok, cool, cool. Pour faire le lien avec la préparation mentale, qu'est-ce que tu as observé là-bas, que ce soit aux États-Unis ou au Japon, vis-à-vis de la préparation mentale? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est hyper présent? Pas trop? Qu'est-ce que tu as pu voir là-bas en lien avec la préparation mentale? Alors je sais pas du tout si eux font appel à des préparateurs mentaux. Je suis bien embêté Ouais, pour c'est te pas dans répondre. les discours, Honnêtement, j'ai pas. ils en parlent Bon, pas, déjà, c'est tu des l'as souvenirs pas qui remontent un vu. peu. J'ai pas souvenir. Alors après, je pense que la préparation mentale, entre guillemets, elle est un peu partout. Je pense Mhm, que c'est une erreur de pas confier ça à un professionnel. Là, je vais apporter de l'eau à ton moulin, mais c'est mhm, pas par consensualité. Je pense que c'est un domaine à part entière qui mérite de faire appel à quelqu'un qui est spécialiste de ça. Mais je pense que la préparation elle est mentale, elle est un petit peu partout. Donc forcément, j'ai entendu des choses qui m'ont servi, tu vois, pour améliorer mon approche de la compétition, etc. Rien que de toute façon, l'expérience permet de forger son mental et d'appréhender, de dépasser certaines peurs, et tout, etc. Quand tu apprends que bah, y a des mecs hyper forts qui ont les mêmes peurs que toi, et tout, etc. Ça, ça aide, tu vois, ça aide à progresser, ça aide à désacraliser un certain mhm. nombre de choses. Le fait de s'entraîner aussi avec des mecs que tu peux idolâtrer, te rendre compte que ils s'entraînent comme toi, quoi. Ils ont deux bras, deux jambes, même s'ils sont très forts et tout ça, etc. Puis tu vois aussi, même si c'est pas suffisant de s'entraîner très dur, que les résultats sont en lien direct avec certains paramètres qui sont l'intensité de l'entraînement, la quantité d'entraînement, même si c'est différent d'une personne à l'autre, et tout ça. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui permettent d'arriver à un résultat, et donc comment dire, ces résultats-là ne sont plus, t'apparaissent plus comme quelque chose de mystique, comme ça peut être le cas quand tu es un petit gars qui t'entraîne dans le sud de la France, dans un club municipal, et que tu dis ah, j'aimerais bien être champion du monde, mais ça paraît complètement fou, quoi. Et surtout quand dans les mentalités autour de toi, si tu oses dire un truc comme ça, tout le monde va se foutre de ta gueule, tout le monde va te dire mais pour qui tu te prends dire un truc comme ça, mais tu n'y arriveras pas, etc. Peut-être que tu n'y Ouais. arriveras pas, mais peut-être que tu peux y arriver aussi. Donc pourquoi pas tout miser là-dessus. Donc je fais une petite pirouette pour répondre à ta question parce que par rapport à la préparation mentale, déjà moi-même, j'étais pas forcément très informé à ce sujet-là sur ce sujet-là quand j'étais là-bas, donc j'ai pas forcément relevé. Et puis j'ai rien vu de mes yeux concernant enfin, je veux dire des athlètes qui auraient fait appel à un préparateur mental. Là-dessus, je peux pas trop Ouais. te renseigner. Non, mais tu réponds très bien à la question en partageant l'expérience et ce que tu as vu, tu vois. Je me demandais, moi, est-ce que par exemple, dans des clubs, des gros clubs qui ont des groupes pros, est-ce qu'il y a un préparateur mental qui est intégré au club, qui est là à la disposition des athlètes? Est-ce que c'est des choses qui sont dans les discours en amont des compétitions, tu vois? C'était plutôt ça. Mais si toi, tu l'as pas constaté, donc c'est peut-être que juste Je, c'est pas présent. Ouais, j'ai pas vu. Ouais, bon, c'est pas parce que j'ai pas vu qu'il y a pas, mais en tout cas, j'ai pas vu. Et c'est vrai que quand même, il y a un tabou hein, par rapport à ça, hein, par rapport à la préparation mentale. Je pense que dès que ça touche à l'aspect psychologique, il y a pas mal de gens qui sont un petit peu frileux, surtout, je pense surtout les mecs.
Préparation mentale, tu vois, t'as des problèmes de mental, c'est que t'es un peu fragile, tu vois ce que je veux dire? Donc, Mmh, mmh. je pense qu'on souffre encore un petit peu de ça et que du coup ça, voilà, il y a un tabou. Je pense que on l'affiche pas aussi, facilement qu'on affiche, un préparateur physique, tu vois? Ouais, 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 c'est clairement. Et à ton avis, ça vient d'où toi ça? Bah, de ce Ce que je te dis, je pense tabou-là? que c'est, dans l'esprit des gens, déjà c'est quelque chose qui est pas aussi visible que le physique, tu vois? C'est quelque chose de déjà tu peux le voir de tes yeux et puis c'est palpable. Si tu t'entraînes avec quelqu'un qui a une bonne condition physique, tu vas rapidement t'en rendre compte. En réalité, s'il a un très bon mental, tu vas aussi t'en rendre compte, mais voilà, tu vas pas forcément faire le rapprochement aussi facilement. Et ouais, donc c'est un petit peu plus subtil, c'est un petit peu moins visible et puis je pense que ça touche un petit peu à la sphère, enfin, j'allais dire la sphère de l'intime, un petit peu quand même, mais pas tant que ça finalement. Je pense que tu peux, consulter un préparateur mental, enfin, c'est ton choix après de parce que je pense que le préparé a son mot à dire dans la façon dont il veut être préparé, ça rejoint un petit peu, Mmh. la question que tu me posais par rapport à l'entraîneur entraîné. Je pense que tu pas obligé tu peux poser des limites, tu pas obligé de tout, entre Mmh. guillemets, tout explorer de la préparation mentale. Tu peux choisir voilà, tu dis: «Moi, j'ai tel truc sur lequel je voudrais travailler» et cetera. Enfin, je te laisserai me contredire le cas Mmh. échéant, mais c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Donc je pense que tu pas obligé d'aller dans l'intime, par exemple des sujets comme la famille ou des choses comme ça, si c'est pas ton truc. C'est pas une séance de psy, une séance de préparation mentale. Mmh. C'est comment dire? C'est une préparation sur des sujets bien spécifiques et ça peut rester très professionnel finalement, tu vois ce que je veux dire? Professionnel, sportif. Alors comme forcément, les émotions et tout ça jouent un rôle dans la performance, on va aborder des sujets émotionnels. Mais après c'est de ta responsabilité, je parle en tant qu'athlète de voilà, de gérer ça. De toute façon, tu vas avoir à gérer ces problèmes-là, donc te faire, accompagner, pareil, ça renvoie à quelque chose je pense que ça renvoie à quelque chose de: «Ah, tu te fais aider, ouais, pour ça», mais ouais, et alors? Tu te fais aider pour progresser, techniquement, tu te fais aider pour progresser physiquement, alors pourquoi tu te ferais pas aider pour, progresser dans la gestion de tes émotions, dans la façon dont tu approches les problèmes? Et moi le premier, hein, je t'avoue que quand j'ai été vers mon préparateur mental au début, bon, j'ai eu la possibilité, via Mako d'essayer ça facilement, tu vois? C'était à portée de main, donc je l'ai fait, mais j'étais un petit peu sceptique au début, tu vois? J'étais un petit peu, ouais, je pensais ne pas en avoir besoin parce que je m'intéresse moi-même beaucoup à des sujets, comme la psychologie, la philosophie et cetera. Je me suis dit: «Bah, c'est bon, j'ai déjà tous les outils à disposition. Est-ce que j'ai réellement besoin d'un préparateur mental?» Et en fait, oui, enfin, besoin, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a été très utile. Hem, Parce que déjà, il y a ce regard extérieur que tu peux pas avoir sur toi-même ou difficilement. En tout cas, tu peux réussir, à l'avoir de Mmh. temps en temps, mais pas tout le temps. Et le préparateur mental, il sera là quand tu arrives pas à l'avoir pour te faire voir un problème, différemment, mais de façon simple, hein, parfois. C'est juste: «Ah, et si tu voyais les choses comme ça?» Et il y a des nœuds chez toi qui vont t'empêcher de le faire, des nœuds, émotionnels ou relatifs à ton ego, ou à tes croyances. Voilà, et petit à petit, je pense que c'est un travail de longue haleine, mais comme tout, hein, comme le physique, comme autre chose, le fait de régulièrement discuter avec quelqu'un qui va te présenter le problème sous un autre angle. Après, libre à toi de prendre sa vision ou pas. Tu toujours, voilà, moi, avec, mon préparateur mental, il y a toujours des sujets sur lesquels je suis en désaccord avec lui. Heureusement, ça veut dire que je suis libre de, comment dire? Que je suis pas un lobotomisé, que c'est pas un gourou et que je garde mon libre arbitre. Mais il y a d'autres sujets, Mmh. sur lesquels j'ai changé et heu, je me suis placé du point de vue qu'il me proposait. Je fais: «Ah, effectivement, je vois des résultats quand je me mets à penser comme ça, ça me permet de progresser. Les résultats, ils sont palpables, j'ai fait des meilleurs résultats en compétition, donc bah, voilà quoi, il y a un progrès, il y a un travail, il y a quelque chose qui est palpable, mais un peu moins que de la préparation physique, par exemple. Ouais. Super, intéressant. Il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais rebondir dans ce que tu as dit. La première, c'est, la question du besoin. Et
au même titre que la préparation physique, moi je me dis, est-ce qu'il faut attendre d'avoir besoin, d'en avoir besoin pour travailler avec un préparateur mental, tu vois? La deuxième chose, c'était sur le côté visible. Euh, Moi, je trouve que ça se voit quand quelqu'un est fort mentalement, quand quelqu'un est entraîné mentalement et dégage quelque chose. Par contre, par rapport au physique, c'est plus facile de feinter ou de masquer en tout cas cette faiblesse qu'une faiblesse physique, tu vois. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le premier truc, c'était quoi déjà? Parce que j'ai eu. Est-ce qu'il faut attendre d'en avoir besoin pour travailler avec un préparateur mental? C'est ça la question. Ah, est-ce que tu as entendu? Ça a coupé peut-être ou ça a grésillé? Ouais, ça a coupé, ça a lagué. Non, j'ai Ah, pas entendu. ok. Mais t'es revenu Je là, dis- ça y est. Ok, je disais, est-ce qu'il faut attendre d'en avoir besoin pour travailler avec un préparateur mental? Ah oui. Pour moi, elle est là la question. Euh, je pense que malheureusement, l'être humain, il est fait ainsi que il faut qu'il ait très mal pour commencer à se soigner. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, Si t'as un peu mal au dos ou que t'as un petit pépin physique mais qui te gêne pas plus que ça, tu vas pas courir chez le médecin. Tu vois ce que je veux dire? Le jour où t'arrives plus à te lever de ton lit, tu vas peut-être écouter les conseils de ton kiné. Et quand la douleur ou le problème, il va vraiment prendre une place très grande dans ta vie, là, tu vas vraiment mettre toute ton énergie pour le rectifier, même si ça passe par faire une demi-heure d'exercice quotidien, chose que quand tu avais un tout petit peu mal au dos, tu dirais, mais jamais de la vie je ferais ça, sauf que voilà, quand vraiment tu as très très mal et qu'il faut que t'en peux plus et qu'il faut que tu solutionnes le problème, tu es prêt à faire des choses que tu n'aurais pas été prêt à faire au début. Donc, mhm. malheureusement, il faut, je pense, arriver à un point où la situation est plus possible pour que tu te décides à changer quelque chose. Pour ma part, ça a été la même chose pour la préparation physique, parce que Ah ouais? j'ai fait de la préparation physique par période, et puis, je me dis, ouais, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Regarde, ça c'est toujours une connerie qu'on fait, c'est regarde un tel, il en fait pas et il est fort. Ou regarde, et en fait, ça c'est quelque chose que j'ai longtemps fait, je pense qu'on est très nombreux à le faire, et c'est la pire des conneries à faire. Il faut vraiment écouter ce que toi tu ressens, les choses telles que Mhm, tu les vis et tu les sens. Et bon, il faut rester un petit peu aware au, à l'environnement et tout ça, mais si toi tu ressens vraiment un bienfait avec quelque chose, il n'y a pas plus de questions à se poser, je pense, faut y aller, tu vois. mhm. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec la préparation mentale, parce que j'avais été écarté par des blessures de mes objectifs de compétition pendant une assez longue période. J'ai eu des blessures assez graves. Et quand j'y suis revenu, je m'y suis remis vraiment de plus en plus sérieusement. Et puis au bout d'un moment, tu rencontres toujours les mêmes problèmes. Quand abordes une compétition, ben, tu te pètes les dents, tu ressens les mêmes choses, tu n'arrives pas à dépasser les trucs. Et tu arrives à un point, tu dis: «Bon là, ça fait, 3, 4, 5 fois que je ressens encore la même chose, soit j'arrête, soit je change quelque chose». Mais là, je suis en train de c'est, comment dire? Je sais plus, il y a une citation de Michael Jordan comme ça, grosso modo: «Répéter toujours la même chose, En espérant un résultat d'une différent, ça mauvaise serait façon, c'est complètement idiot, quoi». Non, enfin bref. C'est Mhm, Ouais, voilà, c'est ça. C'est Einstein ou enfin bref, un truc comme ça, mais tu m'as compris. Et mhm. donc je me suis dit: «Voilà, là, il faut changer». Et c'est souvent comme ça que j'ai pris des grandes décisions, pour ne pas dire toujours comme ça, que j'ai pris des grandes décisions durables dans ma façon de m'entraîner. Suite à une énième défaite en compétition de la même façon, avec le même ressenti, avec les mêmes problèmes qui revenaient, j'ai fait: «OK, bon, bah, là, je vais vraiment donner une chance à la préparation mentale, il y a un truc qui va pas. Je vais essayer ça». Alors évidemment, il faut avoir la maturité de se dire, si les résultats vont pas être immédiats, je m'engage dans un processus qui va durer un certain temps, comme si je m'engageais dans une préparation physique. C'est pas en 3 semaines de préparation physique que tu vas te métamorphoser physiquement. Il faut un certain temps. Donc, suite à une énième défaite, je me suis engagé dans la préparation mentale parce que j'ai ressenti dans la façon dont j'ai perdu que, voilà, au niveau de ce que je ressentais quand j'étais dans l'air d'échauffement, quand j'étais en train de combattre et tout, il y avait des choses que j'arrivais pas à gérer, que ça me freinait, que je savais pas comment gérer ce truc-là. Il faut avoir l'humilité de se dire, bon, j'y arrive pas. Si quelqu'un peut m'aider à y arriver, même si, je vais te dire honnêtement, j'y croyais, je savais pas, tu vois, j'étais quand même un peu sceptique au début.
bah, en tout cas, faut donner une chance, tu vois? Faut essayer. Tu vois, c'est comme, en médecine, moi j'ai essayé des trucs, pourtant je suis, très cartésien comme mec, mais j'ai essayé des trucs, tu vois? Comme l'acupuncture et tout, moi j'y crois pas, tu vois? Mais c'est jamais, tu vois? Et il faut avoir l'humilité de se dire: «S'il faut, je me plante», tu vois? Et donner une chance au truc. Bon, j'ai une meilleure j'ai une meilleure expérience avec la préparation mentale qu'avec l'acupuncture, hein. Mais, Ouf. avec la voilà, et du coup, c'est comme ça que j'y suis venu parce que c'était une douleur, symbolique. Mais, moi, la compétition, c'est un truc qui est ultra important dans ma vie, et voilà, j'ai commencé vraiment à avoir un problème persistant qui m'empêchait d'avancer sereinement dans la direction que j'avais choisie. Donc, voilà, j'ai réglé je me suis dit: «Bah, voilà, je vais essayer ça». J'ai essayé d'autres trucs que j'ai pas continué à faire. La préparation mentale, j'ai continué. Pour la préparation physique, ça a été le même truc. En début de saison là, j'ai, perdu un combat, à l'Open de Paris IBJJF, de pas grand-chose, et j'ai senti qu'il me manquait de la caisse physiquement, et c'est un truc, ça faisait un moment que je sortais de mes combats en me disant: «J'ai manqué de caisse». Le mec, il m'a pas impressionné techniquement et tout, mais j'ai manqué de caisse. Bon, ben, voilà, ça fait plusieurs fois que tu te dis ça, fais de la prépa physique. Et voilà, Mmh. j'ai mis, mais il a fallu que je me casse les dents 3, 4, 5 fois pour prendre la décision. Et malheureusement, je pense ne pas être une exception, et je Mmh. pense que, l'être humain, il a besoin d'avoir, vraiment très mal, heu, physiquement ou symboliquement, pour, se décider à changer les choses, à changer quelque chose. C'est vrai, ça renvoie à cette question de être repoussé par ou être attiré par. Tu sais, on serait motivé plus par l'un ou par Tout à l'autre. fait. Mais je pense que beaucoup de gens sont plus motivés par repoussé par. Et c'est à un moment donné où ils en ont vraiment marre, ils supportent plus une situation, il y a une douleur qui est présente, qui vont passer à l'action et mettre des choses en place, tu vois. Moi, je crois que, c'est mon je crois que c'est même tout le monde, Hmm. que bien sûr, il faut qu'il y ait ce côté attiré par quelque chose, mais si tu es que attiré, c'est pas suffisant. Hmm. Et tu le vois, hein, les grands champions, bon, je connais pas trop sa vie, mais, je pense qu'un mec comme Cristiano Ronaldo, par exemple, je suis pas fan de foot, mais on sent que c'est un mec il y a eu cette rage de s'extraire de son milieu. Tu vois, c'est chez les grands champions, chez des mecs qui ont un mental très fort, tu sens qu'il y a quelque chose qui les propulse. Il y a quelque chose qui les attire, mais il y a vraiment quelque chose qui les propulse, et je pense qu'il faut qu'il y ait un certain dégoût, un certain nombre de choses que tu n'acceptes pas, qui est impossible pour toi. C'est quand même les choses qui te poussent à aller le plus loin, pour moi, je pense. Plus que le fait d'être Hmm. attiré. Le fait d'être attiré, c'est nécessaire aussi, mais c'est quelque chose de plus doux. Et on connaît plein de gens qui auraient envie d'être champions, et ils sont attirés par la médaille, par le truc et tout, mais c'est pas ça qui te fait sortir de ton canapé. Ce qui te Hmm. fait sortir de ton canapé, c'est le fait de ne pas supporter que les gens te regardent et qu'ils te voient pas comme un champion. Hmm. 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 Tu te dis: «Ah, ils me voient, comme un mec normal», et c'est insupportable pour moi parce que moi, dans ma tête, je suis un champion. Et Ouais. ça va te pousser, tu vois, à aller faire ce qu'il faut, à souffrir pour obtenir ce que tu veux. Mais juste l'image de dire: «Ah, si j'étais champion, ce serait cool», c'est Hmm. pas suffisant pour te sortir de ton canapé pour moi. Ouais. Et je Ouais. pense qu'on est tous comme ça. Ouais, c'est vrai, et je rajouterais que par contre, pour moi, les plus grands champions, c'est ceux qui ont beaucoup des deux. Qui sont à la fois repoussés par et à la fois attirés par. Tu vois, repoussés par peut-être une condition, Ouais. des difficultés, à la fois qui ont des ambitions, que ça soit sportives, financières, de célébrité énormes qui aussi les tirent vers le haut. Et quand tu as quelque chose qui te pousse et quelque chose qui te tire, c'est peut-être là que tu peux aller le plus vite ou le plus loin, quoi. Je suis d'accord, ouais, parce que c'est vrai que le fait d'être seulement, animé par ce truc qui te pousse, ça peut te mettre dans une situation de stagnation où en fait tu cherches juste à conserver ce que tu as, parce que tu Hmm. considères: «C'est bon, je veux surtout pas perdre ça», et donc tu vas chercher à maintenir ça à tout prix, et tu vas pas forcément continuer à avancer. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, faut Hmm. les 2, ouais. Faut les deux. OK. Et la seconde chose, c'était que peut-être aussi sur la visibilité, en effet, c'est plus facile à masquer une difficulté de l'ordre mental que physique, hem, quand on parle de performance sportive, tu vois? Est-ce que toi, tu nous as livré ton témoignage sur sur l'impact qu'a eu la préparation mentale sur toi, mais vu que tu es coach aussi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'impact que tu peux voir, de cette question du mental, chez tes élèves? Hem, l'impact que je peux voir,
Par rapport à quoi? Par rapport à la compétition, par rapport à l'entraînement? Ouais, La compétition disons peut-être, c'est peut-être par peut-être plus rapport à leur parcours, par rapport au parcours d'un élève dans le jiu-jitsu brésilien, sur son parcours, voilà, son évolution, sa progression, donc aussi les compétitions, et même comme tu dis, l'engagement, tout ça, toute la motivation, tout ce qui fait partie du parcours d'un sportif. Bah, quel impact tu as pu voir, toi, sur le parcours de tes élèves? l'impact du mental? Ouais, du mental. Par exemple, l'impact du mental globalement, lui, il en a des difficultés, lui, il a plutôt des bonnes prédispositions, ou l'impact même Ah, de la OK. préparation mentale. OK, cet élève-là, à un moment donné, lui aussi, il a intégré la préparation mentale dans son parcours et j'ai tout de suite vu, qu'est-ce qui a changé à ce moment-là, tu vois? Alors je j'ai pas d'exemple d'élèves qui auraient intégré la préparation mentale, en tout cas pas que je sache, c'est peut-être le cas, mais j'en ai pas eu connaissance. Donc j'ai pas forcément, pu constater d'avant-après, OK. mis à part sur moi-même. Mais bah, le mental, il est prédominant partout, hein. Je pense d'ailleurs c'est même pas réservé au domaine sportif, hein. Je pense que c'est quelque chose Mmh. qui est vrai dans la vie, dans la façon de gérer les épreuves de vie, l'aspect professionnel, l'entrepreneuriat, enfin ça peut s'appliquer à plein de domaines. Dans le cas de mes élèves, c'est difficile à répondre. C'est très vague, c'est très vaste, pardon, comme question. Bah, Je sais pas par où la prendre. on n'a qu'à commencer par, la compétition parce qu'après, ça nous fera une bonne transition. Je voulais qu'on parle, vraiment de compétition et de ton parcours, toi, en compétition. Tu accompagnes donc des élèves en compétition, toi, Ouais. j'imagine? Ouais? OK. Quelles sont les principales difficultés alors, les principaux freins que tu as pu identifier d'ordre mental, au niveau des performances de tes élèves en compétition? Bon, c'est forcément, ma vision parce Mmh. que je c'est ce que je vois et ce que je projette un petit peu sur mes élèves quand je les vois combattre. C'est pas forcément, 100 vrai parce que Ouais, ouais, eux, ils ouais. peuvent, je peux me tromper, tu vois? Ils peuvent ressentir les choses différemment de l'intérieur. Je pense que ce qui est assez classique, que j'ai vécu et que je vois à peu près, chez tout le monde, c'est, déjà tu vas faire une rencontre avec toi-même, avec un comment dire? Une certaine facette de toi, le jour où tu vas faire ta première compétition. Parce que tu sais pas comment tu vas réagir sur un Mmh. tatami de compétition. Alors il y a des gens, je pense que c'est une minorité, ça peut être aussi dû à leur parcours. Est-ce qu'ils ont déjà une expérience dans un sport de haut niveau? Est-ce qu'ils ont un métier à risque, et cetera et tout? Qui vont réussir à garder une certaine sérénité, quand ils vont, monter sur le tapis. Il y a des gens qui vont même être galvanisés par ça. Je pense que ça, c'est une minorité et c'est des chanceux d'un certain côté. Je pense Mmh. à Samuel Monin que j'ai évoqué plus tôt. Lui, je pense que c'est vraiment le stéréotype de ces gars qui sont, galvanisés par la compétition. Ça les rend meilleurs, en fait. Ils prennent ce stress, cette énergie et ils en font un truc de fou, tu vois? Mmh. Mais, pour la plupart des gens, ça, te coupe un peu les jambes, ça te fait douter, ça te diminue, quoi, clairement. Donc c'est quelque chose que je constate forcément souvent. Déjà, voilà, la première rencontre avec la compétition, le stress qui diminue, le fait d'être confronté à de l'inconnu, parce que dans la salle, au dojo, on est dans un environnement connu, avec des partenaires qu'on côtoie régulièrement. Dont on connaît le style, dont on connaît un petit peu les habitudes, avec qui on discute, et cetera. Donc il y a un comment dire? On est dans un environnement familier, quoi. En compétition, je pense que c'est ça qui est, parce que c'est vrai que si tu regardes ça extérieurement, tu te dis: «Bon, c'est pas un truc de fou non plus, quoi». C'est, des passionnés qui se réunissent dans une salle et qui font du jiu-jitsu, il y a même pas de coups, même s'il peut y avoir des blessures, et cetera. Mais bon, en soi, c'est pas le front, quoi, c'est pas la guerre. Et Mmh. Mmh. pourtant, de l'intérieur, tu ressens un truc de fou. Tu as vraiment l'impression, et tu le vois même dans un petit peu dans l'imaginaire de certaines personnes. Et pour eux, ils vont vraiment, ils montent dans l'arène, quoi, tu vois. Et c'est vrai que tu peux ressentir ça parce que c'est le côté de te confronter à un adversaire qui te connaît pas, que tu connais pas.
qui est là pour arracher la victoire. Et vous voulez la même chose, il y a un conflit d'intérêts et donc c'est lui ou toi. Donc c'est un petit peu, tu te retrouves symboliquement confronté à cette situation de tuer ou être tué, quoi. Mhm. Et donc là, ça réveille déjà un côté un petit peu animal, je pense, qui est dans notre société française pas mal endormi. Enfin, quand t'es quand t'es dans la vie civile et tout, c'est rare que tu sois confronté à des situations où c'est aussi explicite. Ça peut être plus sournois, tu vois ce que je veux dire, dans des histoires d'argent, des choses comme ça, mais de façon aussi directe comme ça, voilà. Donc les gens qui ont je pense, un côté instinctif, animal plus développé, vont être peut-être plus rapidement à l'aise dans cet environnement Mhm. euh, et vont peut-être être plus facilement galvanisés, comme je disais, par ça. Les gens qui intellectualisent plus ou qui sont plus ouais qui intellectualisent plus ou simplement qui sont pas très euh, au fait de ces vérités euh, vont être plus déstabilisés par ça. Et, Ouais. euh, donc voilà, je pense que ouais, je te laisse, vas-y. Bah, je voulais rebondir sur un point que tu soulèves et que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est vrai que symboliquement, encore plus dans une compétition de JJB que dans une compétition de ping-pong, par exemple, tu te confrontes vraiment à l'idée de la mort. Et de la violence en tout Mm. cas, une violence encadrée avec des règles, il y a un arbitre, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Mais je pense qu'en effet, très inconsciemment, très profondément en nous, quand on arrive dans une compétition de JJB, il y a toute cette question symbolique de la mort qui ressort et auquel on n'a pas vraiment l'habitude d'être confronté et de faire face, quoi. Ouais, ouais, bah, c'est ça, exactement. Ouais. C'est un sport d'opposition. Bon, on n'est pas dans un sport de percussion ou un MMA où là, je pense que vraiment voilà, cet aspect-là, il est beaucoup plus présent. Je pense qu'effectivement, quand tu rentres dans une cage de MMA, t'es encore plus proche de la mort parce qu'effectivement, t'as quelqu'un qui va te faire mal, vraiment. Là, c'est quand même, on est un cran au-dessus dans le symbolisme dans une compète de Mhm. JJB parce que bon, le fait qu'il n'y ait pas de frappe, tu vas te faire un peu râper, un peu secouer, mais bon, tu vas pas non plus. Voilà. Malheureusement, il y a des Hmm. blessures qui arrivent parfois, mais bon, c'est quand même assez rare, fort heureusement. Et voilà, ça reste très symbolique. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, ouais, je veux t'anéantir, quoi. Hmm. Je veux te battre. T'es entre mon objectif et moi, et donc je vais te balayer, quoi. Et oui, je pense que c'est se confronter à cette vérité-là quand tu n'y es pas préparé, bah, ça demande un entraînement pour la plupart des gens. Je pense que des gens qui ont peut-être été confrontés à ces questions-là à titre personnel, plus jeunes, qui viennent d'un milieu difficile ou je sais pas, ou qui ont été dans Hmm. l'armée ou des choses comme ça, et donc qui ont voilà, qui ont peut-être déjà eu l'occasion d'être confrontés à des situations analogues, voire pires, et réfléchir à ces questions et peut-être laisser parler un peu plus leur part animale, comme je disais, leur part instinctive, vont être mieux préparés au début Hmm. à faire face à ça. Mais c'est aussi, pour moi, l'intérêt de la compétition, de développer cette part-là. Alors, c'est pas agréable hein, sur le début. Moi, d'ailleurs, je fais partie de cette catégorie de personnes qui n'aiment pas les sensations de la compétition. Je suis un obsessionnel de la compétition. Je suis un fou de compétition, j'adore ça. Enfin, j'adore ça a posteriori, mais je déteste les sensations de la compétition. Je n'arrive pas. Enfin, il y a des fois où c'est arrivé, ou quand je suis déjà bien rentré dans ma compétition, quand je me sens bien et tout, il y a des moments où je peux avoir du plaisir. Mais grosso modo, ça reste une C'est pas une expérience que partie je de vis. plaisir. C'est pas une partie de plaisir. J'ai pas plaisir à combattre en compétition. J'ai plaisir à dépasser ce truc négatif, à traverser la tempête et à pouvoir me dire après coup, tu l'as fait. J'ai plaisir à gagner. Voilà, j'ai plein de choses que je vais tirer mon plaisir autour de plein de choses comme ça périphériques. Mais le moment de la compétition, c'est douloureux, c'est inconfortable et c'est peut-être pas, en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas censé être agréable en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est Hmm. d'avoir un objectif et d'être capable de se dire, bah voilà, malgré la tempête, les secousses et tout, etc., j'ai cette capacité à rester fixé sur mon objectif et ça prodigue une confiance sur la durée dans la vie de tous les jours et à titre personnel qui est addictive en ce qui me concerne. Hmm. Mais Ouais, ouais, les sensations en elles-mêmes de la compétition, je suis pas fan. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont Et comme ça.
Ouais, ouais. Sur la question toujours de la mort symbolique et de la violence à laquelle on se confronte, faut bien comprendre aussi que, a priori, notre cerveau est avant tout là pour nous faire survivre, pour faire en sorte qu'on puisse vivre le plus longtemps possible et dans la meilleure santé possible. Et donc, quand tu arrives dans un environnement où tu sais que ben, tu vas te faire, euh, tu vas combattre, tu vas te faire étrangler, tu vas potentiellement y laisser des plumes, bah, ton cerveau se met un peu en mode alerte, en mode survie. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que la seule façon de résoudre le problème est de s'y confronter en rassurant notre cerveau, en lui disant bah, écoute, il y a des règles, il y a un arbitre, je suis entraîné pour ça, je suis préparé pour ça, cette violence elle est encadrée et ça va bien se passer quoi. Mais donc il faut s'y confronter de toute façon pour se rassurer et comprendre que voilà, ça va bien se passer. Ouais, je pense que c'est comme ça me fait penser à, tu sais, quand tu te blesses, il y a un protocole de rééducation suite à une blessure et tout, etc. Et la dernière phase de ta rééducation, c'est c'est un petit peu le ça passe ou ça casse. En fait, il faut que tu réussisses à dépasser le traumatisme qui est en partie Hmm. psychologique et à refaire ce que tu faisais avant et à te remettre progressivement dans la situation où tu t'es blessé de façon de plus en plus précise pour complètement te débarrasser de la peur et en fait revenir à 100% d'une blessure parce que tu peux être physiquement remis à 100% d'une blessure mais être toujours diminué parce que psychologiquement t'as pas réussi encore à te remettre dans à combattre à 100% parce que t'es bridé, t'es traumatisé en fait. Et bon, ce que tu dis Ouais. me fait penser à ça. Ouais, et cette exposition, il faut, dans le cas que tu utilises, et ça marche pour le reste aussi, je pense, il faut qu'elle soit progressive. Sinon, tu risques juste voilà, de te reblesser ou je prends l'exemple de gens qui pourraient avoir peur de Oui, parler tout en à fait. public. Ben, pour lever leur appréhension, il faut d'abord qu'ils parlent peut-être devant un groupe de 5 personnes, puis de 10, puis de 50, puis de 100, quoi, progressivement. Ouais, alors, je pense qu'effectivement, si tu vises vraiment un truc trop fort dès le début, tu vas te casser la gueule, enfin, ça peut vraiment être même dangereux. Hmm. Après, la jauge, elle est assez personnelle. T'as des gens avec qui il faut y aller très doucement, très progressivement et en fait, t'as aussi des gens et je pense que de toute façon, tu vas être confronté à ça, il faut qu'ils se cassent un peu les dents quand même, tu vois ce que je veux dire? Et que ce Hmm. soit un peu trop dur et il y a des gens qui vont avoir une plus grande résistance à ça, voire qui vont avoir besoin de ça. Ils vont avoir besoin de se casser un peu les dents pour avoir envie d'y retourner. Et que si c'est trop Hmm. progressif, trop facile, c'est pas leur façon d'apprendre. Donc c'est très variable d'une personne à l'autre. Je sais que cette réflexion, elle me vient de mon père qui a, lui, il a appris la guitare en autodidacte et il s'est confronté directement à des morceaux très difficiles. Tu vois, vraiment pas les trois accords qu'on apprend au début. Et, euh, et il s'est accroché, tu vois ce que je veux dire. Et finalement, ça a mis. T'as pas la phase de satisfaction où tu vas pouvoir, au bout de peut-être quelques semaines, déjà réussir à sortir des sons à peu près mélodieux de ton instrument. Pendant 7-8 mois, ça va ressembler à rien, ça va être horrible. Mais tu vas avoir au bout de 7-8 mois une satisfaction vraiment intense de finalement réussir à faire quelque chose que t'arrivais pas à faire. Et Hmm. je pense que cette capacité, elle n'est pas chez tout le monde. Je pense que à titre personnel, c'est une de mes plus grandes forces en tant que compétiteur. C'est que je suis pas le plus fort tout court, que ce soit ni physiquement ni techniquement, etc. Mais j'ai cette capacité à me péter les dents pendant très longtemps, avoir cette endurance jusqu'à ce que j'arrive à faire quelque chose. Je pense que c'est une de mes plus grandes forces. Ouais, donc à surmonter l'échec, finalement, c'est ça que tu dis. Ouais, oui, oui, d'une certaine façon. Parce que, ouais, ouais. Parce que pour moi, là, comment dire, il y a pas des, il y a, je pense pas qu'il y ait réellement d'échec total. Tu vois, j'arrive à voir même dans Mhm. alors, attention, il faut pas non plus être un imbécile heureux à se dire ah j'ai perdu mais il y avait ça. Enfin, mais il y a toujours quand même, tu peux, si vraiment tu es sincère dans ta démarche et que vraiment tu vas à fond, forcément tu vas relever des progrès. Tu vois, tu vas quand même dire, tu vas être capable de distinguer, ouais j'ai échoué mais j'ai échoué différemment. Ça rejoint. J'ai appris cette phrase par Charles Pépin, je sais pas si tu connais, il me semble qu'on en avait Ouais, non, on n'en avait ouais, pas je parlé connais. une fois. Les vertus de l'échec, Euh, très bon Sur livre. donc les vertus de l'échec, etc. Et alors c'est une phrase qui est à la base d'un auteur dont j'ai oublié le nom, mais que Stanislas Wawrinka, le tennisman, s'est tatoué sur le bras.
échoue, échoue encore, échoue mieux. Tu vois ce que je Mmh. veux dire? Heu, donc c'est ça, j'ai le nom de l'auteur sur le bout de la langue, mais c'est pas grave. Moi j'arrive à voir ça. Ouais, j'ai encore échoué, mais j'ai échoué mieux. J'ai par rapport à là typiquement cette saison, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu, quelques réussites en début de saison et puis bon, je m'attaque au plus haut niveau de ma discipline, donc forcément c'est extrêmement ardu. Je me suis pété la gueule aux Europes, mais alors, d'une violence, avec une violence sans nom. Je me suis encore pété la gueule à l'Open de Londres un mois plus tard, mais c'était un peu moins pire. Et je reviens des Panames là, où j'ai perdu, mais c'est quand même vachement mieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai échoué mieux. Mmh. Yes, ouais, Alors très c'est juste, sûr très que juste. si tu résumes ça, à est-ce que tu as gagné ou tu as perdu? Bon, ben, j'ai enchaîné 3 défaites consécutives. Mais si tu approfondis un petit peu, tu vois que c'est pas 3 performances similaires. Mmh. Ouais, et là, c'est là aussi que même les grands champions, même en cas de victoire, vont être très objectifs sur leur performance et dire: «Ouais, j'ai gagné, mais c'était pas foufou peut-être, sur certains aspects aussi, quoi». Ah complètement, ouais. Hem, ça on arrive du coup à l'aspect compétition et moi je voulais qu'on explore un petit peu aussi toi ton parcours, en compétition. Dany notamment, le fait que tu écumes le circuit, IBJJF, tu vois? Sur les grosses compétitions, les grands slams et tout ça et que tu puisses nous parler un petit peu, toi de quels sont les défis, vraiment les challenges que tu rencontres sur ces compétitions de très haut niveau? Le premier défi, j'ai eu cette phrase une fois qui m'est venue, comme ça, en discutant avec mon préparateur mental et il était d'accord avec moi. Je lui ai dit: «Mais en fait, dans la victoire, il y a quelque chose de très transgressif». Tu vois? Il faut briser il faut briser une situation normale, tu vois ce que je veux dire? Hem, si, si toi demain, tu me dis: «Je vais être champion du monde», là, si on prend la réalité d'aujourd'hui, c'est complètement fou que tu sois champion du monde. Tu vois ce que je veux dire? Je parle, champion du monde, Moi ceinture oui, noire adulte. Tu vois ce que je veux dire? Par moi rapport ça à serait ce complètement qui te fou. sépare de l'objectif, c'est complètement fou. Donc le truc, c'est que si tu me dis ça aujourd'hui, alors évidemment, ça va être un travail de longue haleine, mais il va falloir que la réalité d'aujourd'hui, qui est que tu as très peu de chance, il va falloir la transformer, il va falloir briser ses règles, tu vois? Il va falloir être transgressif, en fait. Il va falloir passer d'une situation où, objectivement, c'est faux, voire impossible, à une situation où c'est vrai et possible. Donc il va falloir à un moment donné, voilà, être transgressif et moi, c'est ce que je ressens mentalement des fois dans des combats, même à l'entraînement. Je pense vraiment, ça c'est un truc que j'en suis convaincu et j'ai envie de dire, c'est presque des preuves que tu as des fois. C'est que je pense que quelqu'un qui a un très fort ascendant psychologique sur quelqu'un d'autre, qui est plus fort que lui, va réussir à le dominer. Tu vois, j'ai cet exemple. On m'avait dit après coup que peut-être c'était pas vrai, mais quelqu'un qui les avait fréquentés, mais grosso modo que un des seuls gars que Roger Gracie arrivait jamais à battre, c'était son père. Alors je sais pas si c'est 100% vrai, mais il y a d'autres exemples comme ça. Je sais que Kylian Cornelius disait que JT Torres, il arriverait jamais à le battre à l'entraînement parce que il y avait un ascendant. Il était déjà ceinture noire quand lui il est arrivé dans son club et tout, etc. Et je pense qu'il le met psychologiquement un peu sur un piédestal, dans une posture de mentor ou de grand Mmh. frère ou de père ou de ce que tu veux, et il y a un truc qui te bloque. Tu vois, c'est un petit peu comme, je sais pas, tourner avec une femme, par exemple. Tourner avec une femme, tu vas pas tourner comme, enfin, il y a des mecs qui s'en foutent, hein, mais tu vas pas. Moi personnellement, je peux pas tourner avec une femme comme avec un homme, dans le sens où je vais pas lui rentrer dans l'art de la même façon. Je peux tourner sincèrement, tu vois ce que je veux dire, et pas lui faire de cadeaux entre guillemets, pas être consensuel, mais je vais pas être agressif de la même façon, je vais pas tout donner de la même façon que quand je tourne avec un mec. Tu vois, il y a une barrière psychologique, il y a des trucs, il y a des croyances, il y a de la façon dont tu vois les choses, des choses qui vont te brider. Et je pense que c'est pareil pour la victoire à haut niveau. C'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses voler en éclats une réalité. Une réalité qui est que un tel est un héros et un champion, etc. Et toi, il va falloir que tu brises ce truc-là.
pour t'imposer Mmh. et faire éclater ta réalité. Là, en tout cas, la réalité de ton objectif, qui est non, le champion, c'est moi. Et donc, en ce qui me concerne, ça passe avant tout par le mental, qui va guider tout le reste. Effectivement, c'est pas juste. Il faut que je sois suffisamment, que je sois capable de croire suffisamment fort dans le fait que je sois, que je puisse être champion sans rien faire pour que ça marche. Évidemment, il faut que ce soit suivi d'action. Mais je pense il faut une grande foi en soi, en ses capacités, pour être capable de faire des choses pareilles. Et c'est pour ça que je pense que les champions, enfin que beaucoup de compétiteurs peuvent passer pour arrogants. Mais moi, il y en a que je trouve effectivement arrogants, et il y en a que je trouve pas arrogants en fait. Je les trouve Ouais. simplement confiants. Foi Je dans leur vision, foi en eux-mêmes. Il y a une distinction à faire. Et je pense qu'il y a trop souvent l'amalgame qui est fait. Et bon, j'ai un peu digressé par rapport mais à ta je question, rebondis mais là-dessus. en tout cas, moi, le combat, il se Ouais. situe à ce niveau-là. Ouais. Mais ça m'amène à une Vas-y, je question t'écoute. là et je suis curieux d'avoir ton regard là-dessus parce que ça me renvoie à une question que je me pose depuis, je sais pas, plusieurs jours ou plusieurs semaines et je trouve pas vraiment de réponse. C'est quelle est la différence justement entre l'ambition et la prétention, selon toi? Du coup, qu'est-ce que tu Hmm. pourrais répondre à cette question? Parce que c'est de ça dont tu parles aussi, j'ai l'impression là un peu. Comme ça, je te répondrais que la prétention, c'est l'ambition sans les actes. OK. J'ai ambition de devenir champion du monde, je fais ce qu'il faut pour y arriver. C'est-à-dire, je m'entraîne 3 fois par jour, je fais les sacrifices qu'il faut, j'ai l'attitude qu'il faut, je me mens pas, je regarde la réalité en face, quand j'échoue, j'y retourne, et cetera et tout. J'ai cette ambition, mais quand tu regardes, alors il y a toujours une part qui est subjective, hein, il y a des gens qui vont te regarder, qui vont dire: «Mais toi, tu peux pas», mais voilà, ça, c'est leur problème. Enfin, faut savoir écouter aussi, mais faut comment dire, peser le pour et le contre. Si tu fais vraiment ce qu'il faut, que tu te donnes les moyens de faire vraiment quelque chose et que c'est pas complètement délirant. Enfin, je veux dire que t'as pas. C'est sûr que si t'as 70 ans et que tu me dis je veux être champion du monde adulte ceinture noire, ça va être problématique. Mais Mmh. voilà, s'il y a un certain nombre d'éléments qui sont là et que c'est pas délirant, eh ben c'est une ambition. Ça veut pas dire que tu vas y arriver, mais ça veut dire qu'en tout cas tu te donnes les moyens d'y arriver. C'est de la prétention si tu me dis je veux être champion du monde et que tu fais rien pour quoi. Tu dis non mais moi je pourrais si je voulais, tu vois, voilà, là ça c'est être prétentieux. Mais OK. c'est si tu te donnes les moyens, c'est de l'ambition. Ouais, très Et c'est très intéressant. sain, Donc je ça pense. serait un C'est très sain, ouais, très mal ouais, vu en France. ouais, ouais, c'est ça. Mais ça serait du coup la différence, ça serait un peu la cohérence ou le manque de cohérence qu'il y a entre ce que tu dis vouloir Mm. faire et ce que tu fais vraiment, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ok, intéressant. Merci Après, quelque part, d'avoir. tu sais, Ouais, c'est ma vas-y, réponse, vas-y. mais quelque part, il y a un côté un petit peu, il y a un truc qui est un petit peu, comment dire? Il y a aussi des fois des petits cheat codes, j'ai envie de te dire. J'entendais Reda Metouche dire ça une fois sur un banc à la MK. C'est ouais, les gens ils comprennent pas. C'est un état d'esprit. Quand je dis, je sais plus exactement de quoi il parlait, mais sans doute de dire ouais, je vais gagner ça. Tu vois, en réalité, c'est vrai que tu peux pas dire je vais gagner ça. Il y a tellement de facteurs que tu contrôles pas que c'est faux. Tu peux pas affirmer que tu vas gagner tel tournoi, surtout si c'est un tournoi de haut niveau, parce que oui, toi, tu fais tout ce qu'il faut pour, mais les mecs en face aussi. Donc il y a un certain nombre de paramètres que tu maîtrises pas, à moins de vraiment, enfin, tu peux le dire avec assez d'assurance quand vraiment tu sais que tu es au-dessus, mais face à des mecs de niveau équivalent, c'est compliqué. Mais tu as besoin d'y croire, même si c'est pas 100% vrai pour l'instant, pour t'aider à y arriver. Donc des fois, il y a des petits hacks comme ça aussi. Et je pense que, mais bon, ça, on le sent dans la façon dont c'est fait quand même. Si c'est ça, si c'est l'état d'esprit d'un mec qui, tu vois, qui se conditionne mentalement à croire en son objectif et qui va le faire, ou si c'est un mec qui délire complètement, quoi. Hmm, ouais.
Ouais, en effet, c'est sûr que quand tu veux accomplir des grandes choses ou quand tu as des grandes ambitions, des grands objectifs, il faut avant tout une foi immense en toi et en ta capacité à fournir les efforts nécessaires pour y arriver, quoi. Ah, c'est indispensable. Hmm. Et donc, à ton avis, à part une foi immense en soi, qu'est-ce qu'il faut pour devenir champion du monde IBJJF ceinture noire? Euh, les conditions réunies, parce que c'est pas bon. Moi, j'ai mon objectif, c'est d'aller le plus loin possible pendant le. Là, j'ai 33 ans. Je me sens encore en pleine forme. Tu vois ce que je veux dire? J'ai peut-être je le ressens pas, mais j'ai peut-être perdu un petit peu de rapidité par rapport à quand j'avais 20 ans ou peut-être que je récupère un petit peu moins vite aussi, je sais pas, mais bon, globalement, je me sens vraiment hyper bien et puis il y a tellement d'autres paramètres sur lesquels je peux influer, la force, l'endurance, enfin des choses que tu peux travailler jusqu'à tard que voilà, je me sens encore en forme pour viser le plus haut possible. Donc je vais le faire jusqu'à ce que je me le sente plus, tu vois. Euh, mais bon, c'est sûr que je suis 33 ans, c'est déjà tard, tu vois. Idéalement, si j'avais 23 ans, ce serait idéal, tu vois, pour viser vraiment le titre de champion du monde ceinture noire. Donc, il faut les conditions réunies assez tôt pour pouvoir performer. Donc, ça veut dire la capacité de s'entraîner à plein temps, dans un environnement qui te correspond, ce qui n'est pas forcément l'environnement le plus compétitif. Je pense qu'il faut que tu sois dans un environnement compétitif, mais il y a plein d'exemples de gars qui ont fait leur meilleure performance quand ils n'étaient pas forcément dans les salles où ils avaient les plus grosses paris. Ouais, 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 Ça, c'est quelque chose que Bouchécha j'ai en mis parlait très du bien de temps à ça. comprendre aussi. Hmm. Ouais, ouais, j'ai pas entendu lui son retour là-dessus, mais je sais que bah il y a alors il y a Drisdale, il me semble qu'il avait dit ça. Je crois qu'il y a Brolio Estima aussi. Qui Mhm. ont fait champion du monde à une période où ils ont ouvert leur académie, où ils avaient des sparring qui étaient bleu-violette, voilà, voilà, ils ont adapté leur entraînement. Roger, je crois que Roger, il parle de ça aussi, Roger Grassi. Bref, il y a plein d'exemples. Il faut que tu aies de la difficulté, mais je crois qu'il y a Gordon Ryan qui parle aussi du fait que lui, une grande partie de ses entraînements, enfin de ses sparring, c'est des ceintures bleues ou c'est des ceintures inférieures. Il y a un certain pourcentage, mais qui est pas peut-être 10-20% de sparring dur et énormément de sparring avec des mecs moins forts. Attention, ça veut pas dire éclater des mecs moins forts juste pour flatter son ego. Ça veut dire essayer des choses sur des mecs moins forts, développer son jeu offensif, se mettre en difficulté avec des mecs moins forts pour, de façon progressive, augmenter son niveau technique, etc. Oui, pour continuer de répondre à ta question, donc il faut les conditions réunies en termes d'environnement. Il faut avoir quand même, je pense avant tout, l'envie de faire ça. Il faut avoir l'envie et il faut être animé par ouais, quelque chose qui est presque mystique, j'ai envie de te dire, quoi. C'est des moments, je me dis, mais je sais même plus pourquoi je veux faire ça, mais j'en suis sûr, tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est même dans les moments où c'est tellement ancré en moi que même dans les moments où plus rien ne réussit et tout, je veux dire, non, mais c'est impossible que je lâche, quoi. Non, c'est mort, quoi. C'est impossible. Et ça, je saurais pas trop te dire. Je pense que ça vient de l'histoire personnelle. Je pense que c'est une histoire personnelle qui fait que ben, à un moment donné, ça se cristallise autour de ça et que ça devient ta réponse à tous les problèmes que tu vas rencontrer. Et Hmm. donc, il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait cette volonté intrinsèque d'y arriver. Il faut financièrement être capable de subvenir à ses besoins sans avoir à. Enfin, je l'ai fait. Je suis pas le meilleur exemple, mais il y a des athlètes de très haut niveau qui l'ont fait, d'avoir à travailler à côté. C'est quand même pas optimal, quoi. Donc voilà, comment dire, au niveau logistique, faut voilà aussi que les choses soient accordées, quoi. Donc être jeune, en bonne santé, motivé, avec les bons sparring et tout ça. Mais je pense pas, par exemple, je sais pas si c'est ce que tu demandais par là, mais je pense pas qu'on ait besoin d'aller à l'étranger aujourd'hui pour être champion du monde ceinture noire. Je pense que ça va arriver là Hmm. en France, dans les nouvelles générations.
Je pense pas qu'on ait besoin d'avoir André Galvao comme entraîneur ou les Rotolo comme sparring partner pour être champion du monde ceinture noire. D'ailleurs, Warzinski a déjà commencé à le montrer sur la scène européenne en gagnant les Panam et en se hissant au plus haut niveau de sa catégorie, alors que il s'entraîne en Pologne et que je pense pas qu'il ait des. Enfin, il doit avoir des sparring qui sont très forts, tu vois, mais pas connus, quoi. Hmm. Ok, si, merci pour ces réponses. Donc si je résume un peu, il nous faudrait une foi immense en soi, un désir ardent, presque mystique d'y arriver, et ensuite toutes les bonnes quand même conditions matérielles, logistiques, humaines pour avoir voilà, toutes les bonnes conditions pour bien s'entraîner, quoi. Moi, je pense que c'est une bonne recette. Yes, la recette. Merci Dani pour cette recette. Euh, une petite anecdote peut-être sur toi, ton expérience dans ces grandes compétitions, un événement, vraiment un moment marquant que tu as vécu sur le circuit IBJJF. Un moment marquant. Euh, Peut-être le dernier en date. Je veux juste, c'est pas, il y a pas vraiment, comment dire. Euh, ouais, juste pour illustrer un peu ce que je disais par rapport à l'échec, c'est la compétition dont je reviens, donc les Panaméricains, auxquels j'ai participé en ceinture noire adulte, hein, donc la catégorie la plus relevée. Euh, j'en suis revenu 10 fois plus fort et vraiment reboosté à bloc. Enfin, j'ai transformé en fait de cette compétition alors que j'ai perdu au premier tour. Pour illustrer, alors comment dire, je lis en ce moment un bouquin de philo qui revient sur cette fameuse question de l'être et de l'avoir, et moi je suis clairement du côté de l'être. Je me nourris enfin comment dire, d'expériences qui vont m'enrichir personnellement. C'est ça ma richesse, et je suis beaucoup moins dans l'aspect matériel des choses. Et la richesse que, euh, que m'apporte le fait de me confronter au plus haut niveau, elle est inestimable en fait. Comme je te disais, j'ai démarré ma saison, j'ai gagné mon premier Open en IBJJF en ceinture noire adulte. Donc c'est un petit peu comme quand j'ai débuté le JJB. Je suis parti sur une bonne note, et puis derrière, derrière ça a été assez douloureux, assez violent, puisque bon, la Pro League, j'avais gagné mon premier combat, mais je perds la finale de peu. Et puis après, là, depuis janvier, donc les championnats d'Europe, premier tournoi majeur en ceinture noire adulte, je me suis fait mais éclater comme never en moins d'une minute. Voilà, derrière, Londres un peu mieux, mais je repère par soumission. Et là, les Paname, je prends un mec qui était classé, un gros compétiteur, et je perds de 2 points, tu vois. Donc, bon, ça veut pas tout dire, parce que, bon, déjà, les classements, bon, voilà, ça peut être variable. T'as des mecs qui peuvent être bas dans le classement, qui sont très forts, c'est simplement parce qu'ils sont un peu moins présents sur le circuit, donc ils sont moins bien classés. Donc, ça veut pas tout dire. Puis il y a aussi des profils de compétiteurs. T'as des mecs qui ont un profil qui te correspond mieux. C'était le cas sans doute de l'adversaire que j'ai pris au Paname, parce qu'il a un profil un peu plus stratégique qui me correspond mieux par rapport au mec que j'ai pu prendre aux Europes, qui est très très explosif, très physique, et voilà, c'est le genre de profil qui me gêne un peu plus. Mais voilà, je ressens une progression, je ressens à titre personnel quelque chose qui me fait grandir et évoluer bien plus qu'une médaille. Alors je veux ma médaille sur un tournoi majeur en ceinture noire adulte, hein, j'irai jusqu'au bout, juste pour pas me lever un matin à 40 balais et me dire putain, s'il faut j'aurais pu le faire et j'ai pas essayé. Au moins je tente tout. J'ai bien l'intention d'y arriver. Si j'y arrive pas, tant pis, mais au moins j'aurai pas de regrets. Mais même si j'y arrive pas, voilà, là ce que je suis en train de vivre et d'emmagasiner comme richesse à titre personnel, c'est inestimable. Alors je sais que je suis en train de parler chinois pour une grande majorité de gens qui ne voient les succès qu'au travers des médailles ou des photos Instagram et tout ça. C'est cool, hein. Moi aussi j'aime les médailles, moi aussi j'aime les likes sur Instagram, mais c'est vraiment secondaire, quoi. Je veux dire, la richesse, elle est pas là. La richesse, elle est, Mhm. elle est vraiment intérieure dans les expériences qu'on vit, en allant au bout de soi-même, en allant vraiment
au bout de sa démarche, vraiment essayer d'aller chercher ses rêves, quoi. Et voilà, on peut pas être perdant en fait quand on est congruent, pour utiliser un mot que m'a appris mon préparateur mental, c'est-à-dire en phase avec soi-même, aligné, et qu'on va au bout de son truc, quoi. On peut que être gagnant, même si les chiffres ne le laissent pas forcément transparaître. Très beau message. Merci, merci, merci pour ce rappel. Je pense qu'on va terminer sur cette congruence qui est ouais, un très beau message pour finir ce podcast. On arrive au bout des questions que j'avais prévues. Juste pour terminer, du coup, c'est quoi la suite pour toi là, Dani? Qu'est-ce qui t'attend pour les prochains mois? Pour la fin de saison, je vais faire le Paris Spring Open IBJJF le mois prochain, là, le 11 mai. J'enchaîne la semaine suivante avec les Europe Master à Barcelone. Petite sortie en master, hein, parce que j'ai rien. Je combats en adulte parce que c'est mon rêve et tout, mais je suis Hmm. absolument pas méprisant vis-à-vis des catégories master où il y a aussi du très très bon niveau et dans laquelle j'ai aussi plaisir à combattre. Donc je ferai les Europe Master le 18 mai, la semaine suivante, les France en juin, fin de saison, puis je couperai sans doute l'été, puis je repartirai pour une saison encore plus grosse l'année prochaine, en espérant que je sois pas blessé. Voilà, mais si tout va bien, ouais, je compte refaire encore vraiment une grosse saison l'année prochaine avec les Europes, les PAN, peut-être les Brasileiros. Et voilà, viser le plus haut Yes. possible. Ben, au nom de Méditation, on te souhaite vraiment beaucoup de réussite, beaucoup de santé, du bon jujitsu et, euh, et de belles expériences, surtout dans toutes ces aventures-là. Merci Dani, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, de t'être prêté au jeu là de l'interview. J'invite tout le monde à suivre Dani sur les réseaux sociaux. Je mettrai son Instagram et puis aussi à assister à ses cours si vous avez envie à la MK Team. Je crois que tu donnes aussi des cours particuliers, des séminaires, des stages de temps en temps, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Yes. Donc Donc, allez-y, merci à toi, suivez. Paul, excuse-moi. Je suis Vas-y. un peu laconique. Merci à toi, c'est un grand plaisir hein, d'être sur le podcast. Vous êtes tous bienvenus à la MK Team si vous voulez passer. Effectivement, je suis disponible pour stage, cours particulier. Voilà. Le JJB, c'est ma vie et ma mission, c'est de le répandre sur la Terre. Yes. Eh ben, on va finir sur cette belle note de partage. Merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode. N'hésitez pas à le liker, à commenter, nous dire ce que vous en pensez, à le partager avec vos amis. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci tout le monde. Merci Dani. Merci. Salut. Ciao. Ciao. Salut, Paul.